Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus chez Carib ce soir. On est très heureux d'accueillir Éric Richer, donc pour un premier roman, mais on va en parler, qui n'est pas une première œuvre artistique, paru aux éditions de l'Ogre, donc il y a quelques semaines. Donc il se trouve que les éditions de l'Ogre sont aussi un éditeur qu'on aime beaucoup, dont on aime beaucoup de leurs textes. Donc c'est vrai qu'on regarde en général avec attention et curiosité en fait ce qu'ils nous proposent. Et La Rouille, ça a été un véritable enthousiasme. Un texte un petit peu sorti de nulle part. Moi, d'abord, j'ai pensé, on en reparlera peut-être, mais que Éric Richer était en fait le pseudonyme d'un écrivain finlandais qui voulait se faire passer pour français pour des raisons qui lui appartiennent. Je me suis dit, oh, c'est quand même curieux, parce que c'est rare voilà, pour les écrivains finlandais de se déguiser en écrivain français. Et puis après, je me suis dit, non, ça doit pas être ça, il doit y avoir d'autres raisons. Mais c'est vrai que c'est une chose frappante. Il y a une écriture qui n'est pas que dans le décor. Pour moi, il y a vraiment quelque chose dans ce roman qui est assez total, où énormément de choses, l'écriture, les personnages, évidemment l'utilisation des noms, des géographies, du ressenti du terrain, qu'il soit mécanique ou naturel, qui fait quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement cohérent. Ça va être moins nébuleux, enfin, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, mais sachant qu'on s'est fixé comme mission qu'à la fin de cette rencontre, vous ne sachiez surtout pas de quoi ça parle, hein, parce que sinon après, on peut le lire. Donc, en tout cas, merci beaucoup, donc, Éric, d'avoir accepté cette invitation. Donc peut-être juste, voilà, c'est pas un secret, donc c'est un premier roman, mais tu as fait pas mal d'autres choses artistiques, notamment dans le cinéma en fait avant. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? On se réattaque à La Rouille. Ouais. Bah avant, j'ai d'abord été projectionniste en fait pendant des années. J'ai pas mal de collègues qui sont là ce soir, et c'est rigolo parce que du coup, c'est vrai que j'étais parti pour, euh, pour, j'ai écrit des scénarios en fait en arrivant sur Paris. J'ai essayé de les faire subventionnés par le CNC, par le Grec, par différentes structures. Voilà, en 95. Voilà, avec cette idée, parce que la littérature a toujours compté pas mal pour moi, mais le cinéma voilà, de manière égale, quoi. Et quand je suis arrivé sur Paris, voilà, le but c'était ça au départ, quoi. Par contre, pour pouvoir travailler plus facilement, voilà, j'avais un CAP en poche, et ce CAP finalement c'est ce qui m'a fait travailler, et dans une salle qui était le grand écran Italie. Donc je sais pas si quelqu'un l'a connu, parce que voilà, ça n'existe plus aujourd'hui, mais à l'époque c'était une salle assez importante, assez comment dire, on testait des tas de choses là-bas. On a été une salle prototype pour le numérique notamment, et c'est là-bas où Besson venait faire ses essais, ses derniers réglages. Donc voilà, c'était bon, Besson c'est ce que c'est, hein, mais à l'époque en tout cas, voilà, je mettais la main. Je mettais la main dans la pellicule, et ça me plaisait énormément. Du coup, j'ai mis de côté un petit peu tout ça, quoi. Le côté du scénario, j'ai jamais réussi à faire subventionner aucun de mes scénarios. Bon, en même temps, c'est un peu normal parce qu'à l'époque, j'étais obsédé par John Woo, et tous mes scénarios c'était lié un peu à, du, à ce genre de film. Donc, voilà, ça m'étonne à moitié, mais voilà. Après, par contre, quand j'ai quitté Paris, à Montpellier, pareil dans une autre structure, donc d'autres cinémas, un peu les MK2 du Sud, soit à Diagonale. En fait, là-bas, j'ai fait des rencontres, dont Guillaume, qui est ici, en fait, et qui traînait avec des amis projectionnistes, et qui justement, à l'époque, avait un groupe de post-rock qui s'appelait Absinthe Provisoire, pour ne pas le nommer, et qui justement était en demande d'images pour leur concert. Et c'est là en fait où j'ai commencé à filmer vraiment en me disant bon allez, tant pis pour mes scénarios avec ma structure, milieu, début, fin. Maintenant je vais faire un espèce de cut-up à la Burroughs en fait, mais en images. Donc j'ai commencé à partir dans l'expérimental avec la caméra Super 8 de mon père. Et c'est là en fait où j'ai réussi je sais pas, à m'exprimer en fait d'une certaine manière. Et c'est là où j'ai commencé à avoir des retours positifs, ou des gens qui me disaient bah tiens, ça, avec tes trucs là, tu racontes quand même quelque chose, et il y a quelque chose, quoi. Et c'est là où voilà, où j'ai commencé à toucher du doigt une création pure, et ce côté justement collage et bricolage qui fait que voilà, j'ai continué un petit peu là-dedans. Et après
après l'étape d'après, pour reboucler sur l'écriture, ça a été le Japon, quoi. Voilà. Parce que bon, je continue par là. Donc en fait, pour dire qu'après, pour faire dans l'ordre, après le diagonal là où je travaillais, c'était 3 salles qui ont subi un redressement judiciaire terrible. Donc on a été 11 projectionnistes sur la touche et on s'est retrouvé avec un petit pactole du style bah, désolé mais vous êtes viré. Par contre voilà 11 projectionnistes à l'arrivée du numérique sur Montpellier, c'était pas possible. On était trop nombreux sur place. Donc avec ce petit pactole, moi j'avais des comptes à régler avec le Japon. J'avais des comptes à régler avec Mishima, avec Ozu, et Kurosawa, bien évidemment, Takashi Miike, et j'en passe. Du coup, j'avais envie d'aller là-bas. Et avec ça, je suis parti là-bas. Et là-bas, je racontais ça tout à l'heure à mes amis, c'est que là-bas, pour avoir un visa, m'étais inscrit dans une école pour apprendre la langue. Donc, j'avais un visa d'étudiant qui m'a permis de rester au Japon pendant 1 an. J'ai fait des images parce que j'avais une volonté aussi de faire un truc expérimental sur une rivière à Kyoto. Donc j'ai filmé pendant 1 an et le matin j'allais en cours et un jour dans la classe où j'étais, l'école a organisé un concours dans toute la ville, un concours de poésie. Tout le monde s'est amusé à faire des haïkus, j'ai pas voulu me lancer là-dedans, donc moi j'ai écrit une histoire à la première personne qui était très très immersive mais sur 5 pages. Du coup j'ai fait vraiment tâche à ce concours parce que j'ai représenté ma classe, tout ça en japonais, hein. Et le truc c'est que j'ai gagné le concours. Et c'est la première fois que je gagnais un truc de toute ma vie, quoi. Et déjà là, et en plus, tous mes amis japonais qui avaient lu le truc disaient, oh là là, mais qu'est-ce que c'est, tu vas aller au concours avec ça? Je disais, ben ouais, mais je sais pas, ça tient, enfin, et, et finalement, je gagne le concours, quoi. Alors que tout le monde avait fait des haïkus du style la lune est rousse, ce soir, la fleur tombe, je pleure. Enfin, c'est pas exactement la bonne mesure, mais en tout cas, c'était un peu ça. Et moi, j'arrive avec un truc de 5 pages très immersif qui raconte l'histoire d'un gars qui se suicide dans la rivière locale, qui tombe sur sa voisine qui vient de se suicider. Et du coup, en fait, bon, enfin bref, c'était un truc tragicomique, mais qui a eu vachement de succès. Et ça m'a fait un choc parce que je me suis rendu compte qu'avec une histoire que j'ai défendue jusqu'au bout, je pouvais pas gagner quelque chose. Du style ça y est. Mais en fait, c'était la validation que j'étais capable de raconter quelque chose. Voilà. Et ce truc, ça m'est toujours resté en fait. C'était en 2008, donc on est en 2018, et ce truc, je l'avais derrière ma tête, et je me disais, il faut que je sache si je suis capable de raconter une histoire sur le long terme, en français. Parce que tout ce truc était en japonais, quoi. Et en fait, il y avait des gens de la presse locale à ce concours qui venaient me voir en disant, faut pas laisser ça là, en japonais. J'ai encore les mots en japonais dans ma tête, faut pas laisser ça là, faut pas laisser ça là. Et ce truc m'est toujours resté, et c'est pour ça que donc j'ai mis à peu près 3 ans pour écrire, pour arriver au bout du processus de la rouille. Donc voilà, il y a à peu près 3-4 ans en fait que je me suis dit bon allez, j'y vais, quoi, j'essaye. J'avais de la matière de par mon passé, et puis j'avais quelques petites, pas des comptes à régler, mais j'avais envie de rendre hommage à certaines personnes de mon passé à travers ce truc, et puis d'explorer des chemins que j'avais décidé de pas explorer en tant qu'adolescent, quoi. Voilà. Donc tout est vrai dans le livre. Mais oui, en fait, on réalise bien à la lecture que c'est une autobiographie, évidemment. oui. Mais donc, je vais quand même faire 2 choses. Je vais lire un très bref extrait initial, parce qu'après, on va faire attention en lisant des extraits pour pas dévoiler, parce que si on lit des extraits qui sont plus tardifs dans le livre, enfin, vous allez apprendre trop de choses sur ce qui s'est passé. Alors après, si vous avez tous lu le livre, dites-le nous, comme ça, ça va nous libérer. Mais comme c'est pas le cas a priori, voilà, on va plutôt rester sur essayer de dissimuler quand même ce qui se passe exactement. Donc je vais commencer par un premier extrait, puis après on va fixer juste voilà de quoi ça parle quand même. Et après on essaiera de parler des thèmes, mais sans dévoiler l'intrigue, ce qui est toujours un petit sport, mais on va essayer. Donc voilà, c'est le tout début. Comme ça, je risque pas de dévoiler quoi que ce soit. Et en même temps, c'est le cas de le dire, dans le vif du sujet. Le chien mordait le bitume. Il écumait. La bave sinuait entre les bites grésiles qu'il balaya de ses pattes avant. L'arrière-train tenta vainement de se relever par à-coups, bipède autonome fuyant la moque, en train de gangrener le reste du corps, affalé sur le côté. « Loupous, Loupous !» cria Noy en s'approchant. « Viens là, viens !»
Viens manger. Les mots avaient fusé comme ça, sans réflexion aucune, pour entrevoir une étincelle de raison dans les yeux de l'animal. Le garçon ne vit que le blanc laiteux des globes révulsés. Les canines rayaient l'asphalte. Museau mousseux, cramoisi. Noé enjamba le chien par l'arrière pour ne pas se faire mordre. Des larmes de givre désagrégées collaient à son visage. Des filets de bile balafraient le bas de son pyjama et ses pieds nus. « Papa, papa !» appela le garçon, quand il aperçut le grand-père claudiquer sous le cône pâle de l'ampoule du garage. Zelge s'avança vers l'animal, le laissa s'arc-bouter contre ses jambes, s'accroupit et le saisit sous la gueule par la peau flasque du cou pour le retourner face à lui. Le vieil homme fixa le chien, longuement, comme s'il sondait la conscience de l'animal au travers des pupilles. Il donnait l'impression de scruter un miroir à quelques centimètres de la truffe en sang. Lupus envoya les crocs, mais la mâchoire claqua dans le vide. Le vieux resserra sa prise, souleva le chien du sol et le tira le long du hangar. « Qu'est-ce qu'il a ?» fit Noy, sans reconnaître sa voix, altéré par la mue, les spasmes et les pleurs. « Il est empoisonné ?»« Il est foutu, disais-je. » Bruit de pas. Terge arrivait, suivi de Lars, le larbin du vieux, qui dérapa dans une flaque de merde liquéfiée. L'animal se vidait de toutes parts. « Faut l'emmener chez le veto ou pas ? Faut l'emmener !» implorait le garçon. « Écarte le môme, Terge, et toi, va me chercher le fusil dans la voiture, ordonna le vieil homme. Lars s'exécuta, tandis que Noy, hystérique, battait l'air vif de ses jambes ceinturées par son père. « Lupus, viens, mon chien, viens, allez !» cria le garçon à l'animal, rampant, qui tremblait de tous ses membres. Langue sortie. « Lâche-moi pas, lâche-moi. Il n'a pas le droit de faire ça, il n'a pas le droit. C'est son chien, Noy. »« Tu parles, c'est des conneries tout ça, dit le garçon en se balançant de tous côtés pour se dégager. Son poing droit cogna à la tempe de son père qui ignora le coup. « Le laisse pas faire, s'il te... »« Toi, barre-toi, connard !» gueula-t-il au larbin qui revenait avec un fusil de chasse noir. Noir comme le chien fou. Lars tendit le Baïkal au grand-père du garçon. « Salaud, enculé !» cracha Noy. Terge riva son fils sur son épaule et remonta à la cour, tant bien que mal, vers la maison, quand la tempête de 45 kilos sur son dos cessa subitement. Le garçon regardait Zelge plaquer le crâne du chien sur le sol avec le canon. D'un coup de rein, Noy se libéra, tombant tête la première du haut du 1,95 m de son père. Privé de souffle, la joue piquée de gravier, il sentit Terge lui agripper la cheville quand le coup de feu claqua. Voilà, donc c'est un roman riant, on le voit tout de suite. Moi, ça m'a fait une énorme claque, déjà, un truc qui commence comme ça. Bon, on est dans le vif du sujet, on sait évidemment pas ce qui se passe, si ce n'est qu'on a tout de suite une cellule familiale avec des rapports assez particuliers. Et à partir de ça, il y a ce garçon, Noy, donc, qui est préadolescent, adolescent, enfin, c'est pas toujours parfaitement clair où il en est, mais en tout cas, il va sortir de l'enfance et il vit donc avec son grand-père, son père, des larbins, d'autres gens, dans une casse automobile, qui est le business familial, dans un univers, voilà, alors que moi je dis finlandais, mais c'est pour rire, hein, mais qu'on ne sait pas en fait, mais qui par les sonorités ou des noms qui sont choisis, ça touche effectivement, il y a des choses de la Finlande, des pays baltes, post-soviétiques, d'un univers donc qui est un peu décati, où il y a de la rouille, pas seulement métaphorique, il y a aussi de la rouille physique qui est là. Et dans cet univers, c'est un peu bouché. On sent bien qu'il n'y a pas trop de boulot, donc la casse automobile, c'est un bien précieux, parce que même si c'est pas riant, ça permet d'exister. Et puis, ce profil à l'horizon, très vite on nous en parle, donc ça, c'est pas un spoiler, et puis en plus c'est important, c'est quand même central dans ce roman. Il y a un rituel en fait de passage à l'âge adulte, auquel Noy va devoir bientôt se confronter. Ce rituel, il est mystérieux, il est réputé assez brutal, assez sauvage, mais vraiment, il y a une chape de secret qui pèse dessus, il y a des conneries qui se racontent. Bon, a priori, les hommes là de l'endroit l'ont passé, hein, ce rituel. Hein. Et après, normalement, c'est pour ça que c'est en même temps redouté et désirable, c'est qu'après, on te fout la paix. Après, t'es plus normalement un gamin à qui on donne des ordres du matin au soir, on dit fais ci, fais ça, et t'as jamais voix au chapitre. Normalement, tu peux décider par toi-même. Donc c'est quand même, il faut en passer par là. Enfin, où faut-il Et c'est autour en fait du chemin qui va vers ce rituel et ce passage que la vie de Noy et son attitude face à la vie, face à la famille, face à pas mal de choses en fait se développe
dans ce contexte de casse automobile où ces seuls, je vais même pas dire ces seules joies, mais en tout cas ces seuls moments qui sont pas sous tension pure, sont quand il réussit à piquer en fait un quad et aller plus ou moins clandestinement ou en prétextant une course à faire et en profitant pour un peu s'éclater, donc aller faire des lèchemins et les routes à fond avec un quad, et puis les moments où il se réfugie donc dans la casse et où il a du triclot, de la colle. On a parlé tout à l'heure de collage. La colle joue un rôle important ici, et pas seulement du point de vue de Burroughs. La colle est ce qui sert à la dissoudre, parce qu'effectivement, il passe pas mal de temps à s'envoyer en l'air à coups de triclot et à développer des visions, des choses, des compagnons de route. On en dira un mot tout à l'heure, parce que c'est pas neutre du tout pour ce gamin, évidemment. Et donc voilà, donc une fois que j'ai dit ça, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, c'est complètement glauque, c'est atroce. Et en fait, c'est fabuleux, parce que de quelque chose qui est assez sombre, assez noir, de A à Z, il jaillit quasiment à chaque page une espèce de ferveur et d'enthousiasme, en fait, et qui passe par l'écriture, qui passe par la façon de transmuter des choses qui sont d'un contexte très moche, de faire quelque chose où il y a la possibilité de la beauté, la possibilité de quelque chose. Et même si elle reste souvent dans la possibilité, moi j'ai été complètement sidéré quoi, par ce bouquin. Et donc je voudrais qu'on en explore quelques thèmes. Bon, d'abord, juste que tu corriges si j'ai dit des grosses bêtises. En fait, c'est pas du tout ça. Enfin, faut le dire maintenant, parce qu'après... Non, c'est parfait. Je suis bouche bée. Non, mais c'est vrai, j'ai jamais eu la volonté de faire quelque chose justement de noir à ce point-là, quoi. Et j'avais de la matière, j'avais envie d'évoquer certaines personnes de mon passé, voilà, mais sans vouloir faire quelque chose de noir, quoi, vraiment. Le truc, c'est que quand on pose le décor comme ça, on peut difficilement faire, enfin, si on veut être sincère et logique avec la situation et parler de la vie telle qu'elle est, on peut difficilement faire quelque chose à l'eau de rose, quoi. Et enfin, comment dire? Enfin ouais, moi-même, quand j'étais en train d'écrire ça, donc faut savoir que quand j'ai du mal à écrire en famille, donc je m'isole en fait. Je remercie ma belle-sœur qui est là, qui m'a gardé mon fils pendant des semaines et des semaines. Et j'en avais honte et c'était dur. Et sur la fin, voilà, j'aurais promis que voilà, c'est comme je vous disais tout à l'heure. Enfin voilà, si ça marchait pas, je ferais rien d'autre, quoi, parce que. Mais dans ces moments-là, j'étais tout seul et c'était un peu comme la plongée sous-marine. Je passais des paliers et quand j'étais arrivé au fond, là, ça sortait, quoi. Et quand ça sortait, ça n'est même pas à côté de thérapeutique. C'est que quand ça sortait, voilà, pour être logique avec moi-même, ça sortait pour moi de manière réaliste, quoi. Et ça sortait comme ça, quoi. Donc quand j'avais terminé ma journée, enfin voilà, des fois je passais une semaine tout seul sans sortir. C'était vraiment une espèce de retraite, quoi. Et je ne peux écrire que comme ça, et c'est terrible parce que voilà, et je fais un stop. Je vais vous dire, vous allez me prendre pour voilà, pour quelqu'un de très bizarre, mais en fait je fais un stop de pâtes et de cubord, et c'est tout. Et en fait, et j'ai de l'eau courante, et je peux rester une semaine comme ça sur une mezzanine à écrire. Par contre, voilà, cette semaine-là, elle va être ultra prolifique, et tout ce qui va sortir, je sais que ça sera sur la fréquence qui est nécessaire pour raconter cette histoire, quoi. Et tout ce qui est sorti à chaque fois, je voulais pas le faire lire à ma compagne, parce que je me disais, non, si elle chope le truc dans le processus, j'irai pas au bout, quoi. Donc je l'ai fait lire qu'à la toute fin, mais très très rapidement, en fait, je me suis rendu compte que voilà, moi j'ai eu une belle vie jusqu'à maintenant, mais mon adolescence, elle a été chouette aussi. Par contre, autour de moi, il y avait pas mal de remous, et je me rendais compte que j'avais beaucoup de chance, et qu'à côté, c'était pas forcément facile, quoi. Et voilà, j'ai voulu voilà, aller sur ces zones-là. Par contre, voilà, une fois que j'ai eu commencé, c'était comme une grenade, voilà, quand on dégoupille une grenade, ça y est, hop, c'est parti. Sauf qu'en fait, elle m'a vraiment explosé dans les mains, quoi. Et voilà, je suis désolé, mais je voulais pas faire un truc si noir, quoi. Mais si on veut être sincère avec
avec la situation. Voilà, c'est. Alors, moi, je vais corriger quand même tout de suite une chose, en tout cas dans mon ressenti, parce que Ouais. c'est vrai que j'insiste, parce que c'est comme ça qu'on entre dans l'objet. On entre par le côté sombre. Mais très vite, en fait, il y a une espèce de... Alors, c'est marrant parce que enfin, pour moi, c'est pas un bouquin qui résonne spécialement directement avec quelqu'un comme Antoine Volodine, mais il y a une façon d'utiliser sur un décor assez noir, assez sombre, d'accord, mais il y a une espèce d'humour et une espèce enfin, les personnages en fait pratiquent l'humour noir bien sûr, mais aussi l'humour tout court, l'humour des situations, l'humour de choses. Il y a il y a énormément de gags en fait, et de gags qui sont pas des trucs amenés tirés par les cheveux, des gags qui viennent tout seuls, qui surgissent de la situation, qui surgissent des personnages. Et en fait, c'est ça qui est assez paradoxal dans un univers qui est, oui, qui est assez glauque. En fait, on se marre très souvent quoi, dans ce bouquin. Et ça, c'est voilà, je tiens à le lire parce que sinon on va croire que c'est un truc vraiment sinistre et tout. Pas du tout. Hein. Moi, je pense que je me suis beaucoup plus marré en fait que chose. Bon, après, comme j'adore Antoine Volodine, je peux être suspect hein, de certaine tendresse pour les trucs qui sont un peu noirs quand même. Enfin, mais non, il y a des personnages, enfin, y compris le personnage principal. Enfin, il est super drôle ce gamin. Quoi. Enfin, vraiment. Hein. Enfin, ce gamin, je dis ce gamin, je devrais peut-être pas. Enfin, ce jeune homme, enfin, ce presque adulte, Si, ouais. s'il réussit son rituel. Enfin, ouais, tout à fait. Ouais. On va rester au conditionnel sur plein de trucs. Comme ça, ouais. Donc, j'avais quelques petites questions et après voilà tu es libre de pas y répondre ou de dire enfin c'est pas très important passons à une autre hein, mais moi je me demandais quand même voilà c'est le fait de transposer ou d'aller chercher un univers qui soit du nord-est de l'Europe dans cette ambiance effectivement alors, très forestière pour une partie très mécanique rouillée un peu usée de l'autre côté voilà d'où c'est venu et quel rôle ça joue. Alors, bah, pareil, quand j'ai décidé d'écrire, en fait, voilà, j'ai eu besoin d'alliés, et comme je disais il n'y a pas longtemps, voilà, à un ami, c'est que c'était plus fort que moi, j'avais besoin d'écrire sur ce que je connaissais. Et comme ça, j'avais pas, c'est pas la paresse d'aller faire des recherches, mais mon père est issu d'une famille de mécaniciens depuis des générations. C'est un ferrailleur né, quoi. Mon père, on peut rouler avec lui sur la route, tout d'un coup on va piler parce qu'il a vu un enjoliveur sur un rond-point, quoi. Et on va aller récupérer l'enjoliveur, quoi. Et ça, je le dis, c'est mon quotidien encore quand je vais à Avignon régulièrement, et ça m'arrive encore tout le temps, quoi. Donc voilà, c'est ça, ce milieu-là, il tenait pas une case, mais il a été mécanicien pendant des années. C'était un milieu très très familier. Après, mes deux grands-pères sont un mix de deux Zelges. On va y aller direct. Hein. J'avais voilà, mes deux grands-pères étaient très charismatiques. Il y en avait un qui était plus du côté de la force obscure, l'autre était plus solaire, mais les deux étaient voilà, entourés d'une cour. C'est vrai que chacun avait la sienne, et les deux se détestaient copieusement. Parce qu'il faut savoir que du côté maternel et paternel, mes parents c'était un peu les Capulet et Montaigu, quoi, en fait, de la région parisienne. Donc ils se détestaient copieusement. Leurs enfants se sont mariés. Ils ont parti dans le sud et hop, ils les ont rejoints dans le sud après, du style vous n'allez pas quand même rester si longtemps loin de nous. Donc finalement tout le monde s'est retrouvé dans le sud. Moi je suis né là-bas, mais la base c'est la région parisienne à l'origine. Mais voilà, donc je sais plus la question, mais non, après voilà, la transposition justement, c'est oui, voilà, univers ouais. mécanique. Donc déjà voilà, ça c'était familier pour moi. Donc ça me tenait à cœur aussi parce que j'ai grandi, enfin le Terrano que je décris, en fait le Nissan, je l'ai, il existe vraiment, quoi. Donc tout ça c'est pas que c'était facile, c'est que j'étais bien dedans. Donc voilà, c'était mon allié en fait pour raconter cette histoire, quoi. La chasse aussi, mes deux grands-pères sont chasseurs, donc j'ai grandi là-dedans. Un de mes grands-pères tenait un commerce de pêche et chasse, et son commerce, c'était pas un commerce de pêche et chasse, c'était un bar, parce qu'il avait sa cour régulièrement, qui venait le voir pour qu'il lui raconte voilà, ses histoires de chasse, etc. Donc ça aussi, j'ai grandi dedans, et c'est pour ça que au début, le livre était beaucoup plus bavard, il devait y avoir au moins 30 pages de plus, parce que voilà, j'avais tellement d'anecdotes de comptoir à raconter que l'ogre s'est fait un plaisir de tailler dedans
en disant bon là il y a quand même des limites quoi. C'est bien beau chasse et pêche tradition, mais là on va quand même donc voilà. Mais j'avais aussi une matière qui voilà qui était intéressante. Après tout ça, ça se passait dans le Vaucluse et dans le Gard. Et là où justement j'atteignais mes limites, c'était c'était parce que ça débordait de temps en temps sur un côté autobiographique. Et là où je voulais pas aller vraiment. J'avais envie d'explorer des pistes, voilà, mais pas de pas trop aller sur ce versant. Donc, au bout d'un moment, je voyais qu'autour de moi, il y avait le rural noir qui naissait. Du coup, je me disais, bon, qu'est-ce que je fais si ça se passe en Creuse, c'est sûr que j'aurais plus de chances que ça soit publié, ou les sur le plateau des Mille Vaches, etc. Et finalement, je me suis dit, non, non. Puis, bon, après, je voulais juste savoir si j'étais capable d'écrire. Je voulais pas spécialement me dire, je voulais publier, nanana. Donc, voilà, j'étais pas du tout, voilà, j'étais pas sûr de moi du tout, du tout, du tout, quoi. Donc, mais à un moment donné, je dis dans le rural noir, un truc qui se passe voilà en Creuse ou dans le Gard, merci. Donc en fait j'ai osé à cause d'Antoine Volodine que je lisais ses narras à l'époque et ça me transportait. Je me disais merde, pourquoi pas aller chez lui, mais pourquoi pas aller vers lui. Et donc là, je me suis dit bah allez, j'essaye de, je me dirige par là-bas quoi. Et en transposant ça là-bas, là ça a coulé en fait. Là j'avais ma distance et là je pouvais y aller complètement quoi. Ah, il y a aussi un autre truc, c'est que il y a une vingtaine d'années de ça, j'ai fait un voyage en Islande et j'ai fait le tour de l'Islande en fait avec ma compagne. En fait, j'ai été moi assez retourné du fait qu'il n'y ait pas de nuit. En fait, l'été là-bas justement, il y a des nuits blanches et le soleil ne se couche jamais. En fait, le soleil il frôle l'horizon en fait et il repart et en fait tout le monde adore ça là-bas, même dans les pays scandinaves, en fait, les nuits blanches, tout le monde ils font tous la fête, la nuit, tout ça. Moi, je l'ai très mal vécu, quoi. Pas parce que mon cycle de sommeil était déréglé, mais parce que, en fait, la nuit ne venait plus, quoi. Elle ne venait plus du tout, quoi. Et donc, la nuit, il est 3 heures du matin, on se réveille, on ne sait pas pourquoi, on regarde, on soulève le rideau, parce qu'il n'y a pas de volet, il n'y a que des gros rideaux avec des doubles fenêtres pour contrer le froid. Et quand on ouvre le rideau, il y a cette lumière de 6 heures du soir, permanente. Et le fait de plus avoir ce cocon noir des étoiles, ça m'avait touché. Donc je me suis dit bon, si je pousse par là-haut, il me faut une latitude, il me faut cette latitude-là. Et là j'ai commencé à aller sur le terrain de Volodine, soit sur des pays post-soviétiques. Et à l'origine ça devait se passer en Estonie en fait. Bon bravo tout à l'heure pour l'avoir trouvé, mais la Finlande, l'Estonie, j'ai pioché les noms là-dedans. Mais l'Estonie, c'est vrai qu'il avait subi le joug des Russes a une histoire très très chargée. Par contre, l'Estonie d'aujourd'hui est très high-tech. Il y a un côté qui fait que je retrouvais pas spécialement ma rouille dedans. Je la retrouvais dans son passé, mais je la retrouvais pas dans son présent. Donc c'est là où je me suis dit bon, il va y avoir des noms de villes, mais il y aura jamais de noms de pays quoi. Et puis j'arrivais pas à écrire sur un pays où j'avais pas été. Donc finalement il y a voilà, il y a pas de nom de pays, mais en gros c'est censé se passer par là-bas. Mais voilà pourquoi, voilà, pour des raisons de distance, voilà, ça s'est passé là-bas. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'il y a une ambiance, une atmosphère. Bon, alors, après, moi, j'ai pas vécu des années en Estonie non plus, mais il y a vraiment une ambiance, atmosphère, enfin, qu'on retrouve dans la littérature, pour le coup, effectivement, scandinave et russe, en grande partie, enfin, qui est une tonalité très authentique, dans justement, cette zone un peu limite entre le très urbain, le très mécanique, et la forêt qui est jamais très loin, le fait qu'on se retrouve très facilement à passer effectivement d'une zone qui est une décharge à un lac qui en fait est pas nécessairement pollué par plein de trucs, il peut l'être, mais c'est pas garanti. Il y a vraiment on sent et du coup, je trouve que ça crée un terrain qui est assez fabuleux pour que ces rituels ancestraux ancrés dans la culture, enfin tous, gardent un côté très bizarre parce qu'avec un attachement justement à la nature, à la forêt, à la chasse, et en même temps avec un côté très pas high tech mais très tech quoi, enfin très mécanique, enfin Ouais. et donc je disais, enfin voilà, la forêt c'est aussi une transposition où elle est venue avec le décor en fait. La forêt, elle existe en fait, elle existe vraiment quoi. Ouais.
dans cette forêt. Ouais, donc bon, là il y a plus de boulot qu'autre chose, mais la forêt, non, la forêt existe. Elle est pas là-bas, mais après, moi il y a une petite bio sur la quatrième de couve là qui dit que j'ai grandi avec 7 chiens et tout ça. C'est rigolo, c'est un peu enfant sauvage tout ça, mais c'est vrai en fait. Je suis fils unique et j'ai grandi avec tous les chiens de chasse en fait de mes deux clans en fait là et, et j'ai passé énormément de temps tout seul avec tous ces clébards dans cette forêt quoi. Voilà. Et D'où le fait que cette scène initiale, enfin, je pense, a une force colossale. Hein. Elle signifie beaucoup pour le roman, mais peut-être aussi parce qu'elle signifie beaucoup pour l'auteur. Quoi, et que le fait qu'elle soit en premier, c'est pas non plus peut-être complètement par hasard. Enfin, oui, non, mais c'est parce que elle détermine beaucoup de choses. Quoi, effectivement, alors enfin, je sais pas, en une page et demie, hein, vous avez senti, hein, ça en dit plus en une page et demie que deux thèses sur les rapports en fait entre le fils, le père et le grand-père. Hein. Tout est posé et tout ça par la médiation d'un chien qui est malade et qui se fait abattre. Quoi. Donc quand même, enfin, c'est fort quoi. D'arriver à condenser ça de façon aussi brutale et forte. Quoi, d'emblée. Alors, après, ouais, bon, tout à l'heure, moi, je vous ai parlé d'un personnage que je trouve éminemment sympathique, mais je vais le garder pour un petit peu plus tard. Parce qu'on va évidemment pas dérouler le scénario en fait hein, du roman, mais il y a en revanche une particularité qui joue un rôle assez bizarre et super intéressant, qui sont des intermèdes. Hein. Je pense que tu vas nous en lire un, parce qu'il est, enfin, alors les intermèdes, il y en a une vingtaine. Enfin, il me semble. Un peu moins, je crois, un peu moins. Enfin, je sais plus exactement, mais oui, il y en a un certain nombre. Et qui, effectivement, prennent une forme totalement différente. Hein. Enfin, on va en entendre un, puis on évoquera un petit peu quel est leur rôle ensuite, peut-être. Ouais. Je vais peut-être tous les... Allez, donc il faut que je prenne mes lunettes. De toute façon, je vais prendre 20 ans, là. Alors, ça va, si tu peux les envoyer. Vous avez un scoop, hein. Je crois que personne m'a vu avec des lunettes. Je m'étais toujours caché et tout, machin. En plus, je les ai mal choisis. C'est enregistré, mais c'est pas filmé. Bon, ça va. Non. Il pressa le log comme un panari. La fille sous les pelures de gaz se tendit. Une patte hérissée traversa le cocon pisseux. Les veinures d'une aile. Une mouche verte s'échappa du tissu fissuré. La fille porta la main à son oreille. La mouche se posa sur ses lèvres. Elle ferma la bouche. L'insecte déguerpi s'envola vers lui. Il le chassa d'un geste. La fille sous le bandage lui fit signe d'approcher. Elle pointait du doigt l'intérieur de son gosier, la tête penchée en arrière. La lumière du jour éclairait sa luette enflée. Une tique grise gorgée de sang y était fixée. La mouche à merde revint vrombir autour de lui, se posa sur sa nuque. Il la broya entre ses doigts. Sentit une croûte renfler à la base de son cou. Il palpa la saillie, découvrit un os rond, creux en son milieu. Il gratta la chair écaillée. Sous la cicatrice, une serrure affleurait. Il sut qu'il devait y introduire la clé de ronce et se mit à la chercher partout. La fille avait disparu. Il s'éloigna de l'arbre, se vit dormir au fond du trou. Il se réveilla dans la terre froide et 4 pattes noires dépassaient du bord de la fosse. Voilà, comment est venue l'envie ou la nécessité d'avoir justement ces intermèdes qui effectivement semblent échapper en fait à la narration principale et proposent quelque chose d'assez différent et qui pourtant résonne tout le long avec ce qui se passe. Ouais. En fait, pour moi, c'était un peu dans mes notes. En fait, je l'avais intitulé le temps du rêve. En fait, ce passage-là, en fait, si on va dans les détails, c'est des passages qui surgissent quand Noé dort souvent. Donc, on peut l'interpréter comme un rêve. Après, c'est vrai que ça a une corrélation directe avec ce qui vient de se passer ou ce qui va se passer. Donc voilà, c'est un temps où tout est possible, mais c'est un temps où Noé, le personnage principal, digère en fait, ou est en train de prédigérer ce qui va arriver en fait. Voilà.
Donc Mais ils ont bien un rôle prémonitoire en fait, souvent. oui, Non. oui, ouais, 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 Mm. ouais, oui, tout à fait. Ouais. Après, ça raconte d'autres choses. Ça raconte des. Bon, je peux pas trop en dévoiler, mais oui, oui, c'est codé, hein. Il y a quelque chose dedans. Ouais. Alors, en fait, j'ai d'abord parce que le temps passe vite en fait et je voudrais pas donc je suis pas sûr finalement qu'on va rentrer sur les thématiques justement du rituel et puis enfin, de tout ce qui se joue autour de la stabilité, de la rupture, de la quête de liberté, parce que ça, il faut accompagner Noé dans son chemin, et je pense que c'est mieux de le faire avec lui finalement que par notre intermédiaire en discussion, parce enfin, on vit vraiment au premier chef, hein, et aux premières loges, et c'est là que ça se passe. Euh, donc du coup, je vais plutôt poser deux autres questions qui là vont nous éloigner un petit peu de la rouille elle-même avant d'y revenir. La première, c'est, je me posais cette question, elle est peut-être un peu naïve, hein, et puis il n'y a aucune raison après tout, mais justement le fait que ce soit un travail littéraire, mais qui vient après un long moment passé, dans ce que tu mentionnais tout à l'heure, toutes des références qui sont cinématographiques. Ouais. De façon massive, parce que c'est là-dedans que tu as baigné. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as le sentiment, toi, que ça t'influence dans ton écriture, ou finalement, pas tant que ça, parce que c'est pas la même chose? Euh, je sais pas trop. Je sais pas trop. Non, j'ai pas vraiment d'influence directe en fait vis-à-vis de ce livre en fait. Mais pareil pour l'écriture scénaristique, voilà, je l'ai approché il y a pas mal d'années, mais je voulais pas y revenir. Donc non. Après, c'est vrai que sur la fin, en fait, entre deux sessions d'écriture, c'est vrai que j'aimais bien m'entourer de, de choses voilà, qui avaient cette fréquence-là, quoi. Donc j'avoue que enfin, le cinéma, par exemple, de Philippe Grandrieux, c'est un truc qui me tient voilà, à cœur, quoi, que j'aime beaucoup. Donc je sais que quand j'étais sur la fin, voilà, je regardais La Vie Nouvelle ou Sombre, par exemple, qui me mettait sur la... Si je mettais du temps à rentrer, qui eux me remettaient sur une fréquence voilà, qui était la bonne en fait. Donc je me suis souvent accompagné de ce genre de truc, mais sinon, pas vraiment quoi. Ouais, pas vraiment. Après, ouais. Après, par exemple, voilà, là, je suis tout excité parce qu'aujourd'hui sort le nouveau Gaspard Noé, Climax. Donc voilà, je fais pas de la pub, mais pour dire que voilà, c'est vrai que le cinéma et ce genre de réalisateurs notamment sont toujours derrière ma tête. Donc inconsciemment, peut-être que ouais, peut-être il y a des plans, il y a des choses qui ressurgissent, mais il n'y avait pas vraiment d'influence directe. Si elles y sont, ouais, c'est parce que j'ai baigné dedans, quoi. Ouais. J'avais une question qui est un peu corrélée en fait à celle-là, mais qui est pas de même nature. Mais voilà, tu es libre de répondre ou pas, mais parce que j'ai appris, moi, ce que je savais pas, mais en lisant en fait un morceau d'entretien et d'article il y a quelques jours, qu'en fait, à la racine de La Rouille, il y avait un projet en fait vraiment de jeunesse, hein, mais que tu as ensuite laissé sommeiller, abandonner dans un coin, et que tu as repris, comme tu le disais tout à l'heure, à un moment. Mais donc, moi, je me posais cette question, c'est évidemment, enfin, comme tu es évidemment pas la même personne à 16 ans qu'à quelques années de plus. Euh, On et, dira pas l'âge. et du coup, je me disais, est-ce que ça a été difficile ou finalement assez enfin, aisé justement de voir ressurgir ce truc qui t'habitait depuis tout ce temps et puis de se dire, bon, maintenant il faut le faire, quoi. Je Ouais, suis quand même très curieux de ça parce que. ouais, ouais. Oui, en fait, bah, du coup, pour remonter à 16 ans, j'étais obsédé par Moorcock et Elric et Howard et tout ça. Et plus par eux que par Tolkien, où j'ai pas, j'étais pas dedans. Et par contre, du coup, euh, du coup, c'était plus fort que moi. J'ai voulu aller sur pareil, les terres de Moorcock. Donc à 16 ans, j'ai écrit 100 pages d'un truc d'heroic fantasy hardcore, un peu à la Fritz Leiber. Enfin pas hardcore, je dis hardcore, mais en tout cas c'était voilà, ça me tenait à cœur et pareil. Et là, en fait, comme je l'ai fait dans les règles de l'art, soit pareil en m'isolant, etc.
j'avais mon plan à tenir et je me suis rendu compte que si on se dit, bon, ok, j'ai mon squelette, maintenant j'ai plus qu'à remplir les muscles, tout ça, les nerfs, etc. Je dois aller de là à là. Ok, j'y vais. Et en fait, on se rend compte que quand on y va, le fait d'y aller, on se rend compte, on découvre que bah, finalement, sur la table, y a ça, quoi. Ça, on l'avait pas prévu. On avait prévu la table, on n'avait pas prévu le verre. Et du coup, le verre, il s'avère que dans ce verre, il y a une certaine dose d'alcool. Et ça, c'était pas prévu non plus, quoi. Donc, du coup, on commence Ce n'est pas le cas, là. Hein, là, c'est pas le cas, on dirait, mais c'est pas le cas. Hein. Mais du coup, tout ça, c'était pas prévu. Et à la fin de la journée, en fait, on se retrouve à sortir des choses sur le papier qu'on savait pas qu'on avait à l'intérieur. Pas spécialement un verre, mais des choses des fois un peu plus profondes. Et on se dit, merde, je savais pas quoi. Mais le seul moyen de le savoir, c'est d'y aller, en fait. Et ça, ce que j'avais trouvé à 16 ans au fond, pareil, ça m'a marqué. Et ce processus-là, le fait de se dire, si on prend le temps d'y aller et qu'au fond, voilà, il y a un processus on déterre des choses qui sont assez, ouais, c'est assez magique en fait comme truc quoi. J'encourage tout le monde à le faire d'ailleurs. C'est pas, c'est encore une fois, c'est pas de l'ordre de la thérapie, c'est de l'ordre de, en fait voilà, il y a pas de talent, il y a que de l'obsession quoi. Et quand on creuse, on finit toujours par sortir des choses, voilà, qu'on n'avait pas prévues au début. Et ce truc, voilà, j'avais qu'une envie, c'était d'y replonger quoi, et d'y retourner. Donc voilà, quand ça a mis du temps, mais quand je m'y suis remis, bah, finalement, voilà, c'est finalement tout ce que j'ai déterré au fond de de, de, de ce trou, c'est ça quoi, ce qui fait qu'on se parle aujourd'hui. Ouais. Et du coup, je voulais, pour se diriger vers la conclusion, mais parler d'un personnage en fait qui est quand même un peu à part, hein, je trouve, enfin, dans le roman, enfin en dehors évidemment de Noy, hein, le protagoniste principal, des personnages qui sont assez sombres, on a eu un petit aperçu, enfin qui valent peut-être mieux que leur entrée en matière, hein, un peu brutal autour du chien, mais peut-être pas non plus. Il y a d'autres personnages très très intéressants, mais il y en a un que je trouve enfin, quand même très mystérieux dans ce truc. Donc après, je vais juste vous proposer ce personnage et après, voilà, tu peux peut-être vous en dire quelques mots d'où il vient. Quoi. Mais on ne parle pas de lui au départ. Donc là, on n'est pas très loin, donc on ne laisse pas trop spoiler non plus. Les deux filles rient sur le vélo. Celle qui pédale se retourne, regarde brièvement sa copine derrière elle, puis donne quelques coups de sonnette. Elles vont rentrer dans le jeune qui arrive à contresens, pense Noé. Mais non. Le gars les repère, ils ont rendez-vous. Noé ne comprend rien à la discussion qui s'ensuit, mais devine que celle qui conduit le vélo joue les entremetteuses pour sa copine. Elle fait les présentations, mais personne n'est dupe. L'adolescent et l'entremetteuse ont béguin l'un pour l'autre. La copine reste, et la fille au vélo repart pour les laisser seules. Sourire gêné du prétendant, Noé regarde la fille pédaler de dos et fait pause d'une tape sur la dalle fendillée. Une virgule du doigt envoie la fenêtre full screen vers la gauche. 18h54 indique l'horloge dans le coin de l'écran. Son oncle n'allait pas tarder. Le garçon n'avait pas vu le temps passer à cause du film. D'habitude, il se focalisait juste sur ce qui se passait à l'arrière-plan, mais là, il s'était fait prendre par l'histoire, l'ambiance. Il l'avait téléchargé avant-hier, avec une vingtaine d'autres, tous en provenance d'Asie. Celui-ci s'appelait Blue Gate Crossing et se passait à Taïwan, downloadé en VO, sous-titré en chinois ou en japonais, qui sait. Otto peut-être, qui rêvait d'aller au Japon, se faire tatouer comme un yakuza. Noy avait vu tellement de films asiatiques qu'il pouvait différencier en intonation les Chinois des Japonais et les Japonais des Coréens. Au physique, c'était une autre paire de manches. Le garçon éteint le Samsung, la glisse dans la poche arrière dorsale du siège passager et sort par le pare-brise du Nissan. À plat ventre sur le capot, il reconnaît le vrombissement du Ford Super Duty de son oncle. Il constate aussi que l'ours magique de la cuisine ne s'était pas trompé, le ciel est bel et bien chargé à présent. Le bibelot en pierre bleue posé sur le frigo avait viré au rose au milieu de journée, annonçant la pluie. D'une impulsion, Noy passe sur le toit de la tente. J'ai vraiment un problème de vue. De la Rennes, pardon. De là-haut, il voit le 4x4 quitter la nationale. Ses clignotants palpitent, petit flash ambré dans la lumière gris-vert de fin d'après-midi. Le garçon entame sa descente, non sans avoir bâché l'habitacle du Nissan, en libérant des pans de toile bleue imperméables coincés sous la sable. Black Shark n'avait pas bronché. Le requin noir semblait lui en vouloir. Noy ne l'avait sorti qu'une seule fois cette semaine. Il voulait rester clean pour cette soirée avec eau. Un klaxon de truck américain fait vibrer la pile de carcasse. À 3 voitures du sol, Noy saute, sourire aux lèvres. Il touche terre, puis récupère en passant son sweat et son sac à dos, sous la pancarte indiquant l'allée H.
Le gros pick-up noir mat est garé devant la guérite de l'accueil. Otto marche vers la maison. Tonton, hey, no bros !» Son oncle l'appelait ainsi à cause de ses sourcils blonds blancs quasi invisibles. Il l'embrasse et l'étreint. « Attends, tonton, dit Otto en serrant de ses mains le crâne de son neveu. Oh. Otto secoue la tête du garçon comme un premier, puis lui rend sa liberté. Comme un prunier, puis lui rend sa liberté. « Je vais aller voir ton père dans 2 minutes. Il est à la maison ?»« Non, il est parti voir Arvo pour un convoyage. »« Ok, il est d'accord pour ce soir, hein, tu lui as dit. »« Oui, normalement, il aurait déjà dû être rentré. Mais comme Yvan a pris ses congés, il s'occupe du rangement avec la grue aussi, c'est ça qu'il a mis à la bourre. Le père Terge, ça fait un bail. Faut qu'on s'organise un truc sous peu. Ça fait 2 minutes. Ça va 2 minutes de ressasser les vieux souvenirs, faut qu'on s'en fasse de nouveau. T'es prêt ? Alors en voiture. Mais l'ordre. Otto ouvre la porte au garçon en lui faisant la révérence. Noé grimpe, observe son oncle claquer la portière et contourne l'imposant tout-terrain par le devant. Jeans et chemise noire à manches courtes, barbe blonde, casquette de baseball anthracite, simple, sans chichi ni attitude. Otto démarre l'engin, fouille le compartiment central, il en ressort un disque que le tableau de bord avale illico. Noé a juste le temps de voir dessiner sur le CD une main trempée dans l'encre de Chine. Les coulures lui évoquent son requin en train de flotter. Écoute ça, The Dillinger Escape Plan. Noé observe les lettres turquoises arrivées sur le petit écran face à lui. When I Lost My Bet, titre de la piste choisie, explose au travers des enceintes. Les membranes supportent mal le rythme syncopé du morceau. Voix, guitare, basse, batterie déchargent leur énergie simultanément puis se retirent laissant planer un léger tempo avant de libérer à nouveau leur fureur dévastatrice. Le garçon essaie de suivre la structure de la chanson, se perd, la rattrape, la musique ne s'apprivoise pas facilement, mais une fois domptée, elle l'emmène loin, vite. Traversé par la fulgurance du groupe, Noé regarde la nationale et la forêt défiler et a l'impression que c'est la première fois qu'il emprunte cette route. Tout ça résonne en lui d'une manière indéfinissable. Ça te plaît ? Noé sursaute, fait oui de la tête. Du volant, son oncle réduit légèrement les décibels. Pour certains, c'est du jazz hardcore, pour d'autres du metal progressif ou du madcore, mais on s'en fout en fait. L'important, c'est la force qu'il dégage, non ? Ouais, c'est vraiment fort. Le volume ? Non, leur musique. Ah. Puis Noé se rend compte que son oncle charrie, et ils rient ensemble. Le garçon trouve presque étrange l'espace que ça occasionne dans son ventre. O accélère. La boîte automatique du Ford rappelle à Noé ce qu'il a dans son sac. J'ai le pommeau sport, au fait. Non, pardon. Je voulais pas le dire. je voulais m'arrêter à ce qu'il a dans son sac. Donc j'ai complètement raté mon effet. Non, en fait, ça va. Il a un pommeau sport dans son sac, mais ça aurait pu être beaucoup plus mystérieux encore. Voilà, donc c'est ce personnage de l'oncle quoi, qui est assez incroyable. Otto, là, d'où il sort cet homme. Il existe. C'est le cousin de ma mère en fait. Et c'est un gars qui a compté énormément pour moi une période de ma vie. Et voilà, c'est tout bête, mais c'est quelqu'un de vrai quoi. Après, voilà, il fallait qu'il ait un allié dans cette histoire quoi. Et donc c'était lui, tout naturellement lui quoi. Après, voilà, Otto, c'est vrai que moi, je me suis pas mal, en écrivant, en fait, je me suis pas mal attaché aussi au personnage et à l'origine, ça, après, j'ai un peu peur de dévoiler des choses, ouais. Mais bon, on en parlera après, comité restreint. Mais oui, j'avais des projets pour Otto. Non, en tout cas, voilà, moi c'était important de mentionner ce personnage parce qu'on pourrait se dire, bon, il y a le héros, il est un peu tout seul face à des personnages qui sont pas gentils, et c'est vrai, hein, globalement. Mais il y a effectivement, et on n'est pas dans un conte de fées, hein, je vous rassure, mais il y a un personnage, donc le bienveillant, mais qui est un oncle bienveillant, voilà, enfin, on l'a un peu entendu, là, qui se marre, qui déconne, qui aime bien, charrier son neveu sur les différences entre jazz hardcore, madcore et metal progressif, et puis qui ont vu des grosses voitures, qui est un ancien parachutiste, hein, on le mentionne pas là, mais on le sait assez vite. Hein. Donc il y a quand même quelque chose à la fois d'un peu sulfureux, de truc, et en même temps il est dans l'univers familial, il connaît la casse automobile aussi comme sa poche. C'est très étonnant, le rôle effectivement un peu de catalyseur, de protection, mais jusqu'à quel point qu'il peut jouer dans tout ce qui va se passer en fait dans ce thriller qu'est La Rouille en fait. Voilà, je voulais le dire quand même que c'est un thriller et qu'il y a un suspense monstrueux en fait sur ce qui va vraiment se passer. Et j'espère qu'on a réussi à rien dévoiler ou presque sur ce qui se passe, parce que c'était quand même le but.
En tout cas, n'hésitez pas à continuer la conversation avec Éric Richer, à faire dédicacer plusieurs exemplaires parce que c'est un livre qui s'offre très très bien, vous vous en doutez. Non, mais il faut le dire, il faut le dire. Et en tout cas, vraiment merci beaucoup Éric d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. C'est moi.